Oser être soi. S'entourer. Apprendre à vivre l'instant présent. Ouvrir le champ des possibles. Révéler son potentiel. Comprendre son mode de fonctionnement. Se libérer des freins et des blocages. Redonner du sens à sa vie. C'est tout ça qu'on aborde dans le podcast Elle. Le podcast pour elle, le podcast qui révèle vos ailes. C'est le podcast qui vous chuchote à l'oreille. Et si c'était enfin le moment d'être soi? Hello, hello! Alors, tu entends ton esprit lancer la checklist à 6h du matin et tu te dis encore le lave-vaisselle à vider, les mails à envoyer, les rendez-vous chez le médecin, cadeaux de Noël à penser et cette fameuse question existentielle: qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bienvenue dans le monde merveilleux de la charge mentale. Alors aujourd'hui, on démarre une nouvelle série d'épisodes sur un sujet fondamental: oser prendre sa place. Pour commencer, on va attaquer fort. On démarre par la charge mentale. Ce poids invisible que beaucoup de femmes traînent sans même s'en rendre compte. Je suis ravie de vous retrouver avec Sophia. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installée et j'espère que Sophia, tu vas bien, toi aussi. Super, super. Hello tout le monde. Ravie de vous retrouver pour ce sujet. Alors la charge mentale, c'est quoi ? Je pense que Sophia nous en dira un petit peu plus tout à l'heure, mais on peut déjà vous dire que c'est une petite voix intérieure qui ne s'arrête jamais, même la nuit. Et puis, moi, je voudrais aussi un petit peu ajouter qu'il y a ce syndrome de la reine et de la servante. Je ne sais pas si je l'invente, mais j'aimais bien ce concept. Est-ce que tu sais ce que c'est, Sophia, le syndrome de la reine et de la servante ? Non, pas du tout. Dis-moi. Alors, tu vois, d'un côté, on a plusieurs parties en nous. D'un côté, il y a la reine qui veut tout contrôler, la maison, les enfants, les repas, les rendez-vous. Mais en fait, à force de tout gérer, elle finit par devenir, la servante de tout le monde. Et bien sûr, elle s'oublie, elle s'épuise et elle finit par disparaître elle-même. Alors vous, comment oser prendre sa place quand on n'a même plus de place dans sa tête ? Donc aujourd'hui, on va en parler. On va nommer ce qu'on vit, comprendre pourquoi on en est là et surtout, comment reprendre son espace intérieur. Alors, si on commençait par comprendre d'où ça vient tout ça, hein, Sophia ? Oui, tout à fait. Alors, pour commencer, j'ai envie de dire que je suis aussi vraiment ravie d'être là aujourd'hui avec toi, Nathalie, pour discuter, comme toujours, échanger entre nous et avec vous sur un sujet, j'ai l'impression qu'il nous touche quand même beaucoup. Et j'allais dire qu'il nous touche toutes. J'espère pas. J'espère qu'il ne nous touche pas toutes et que parmi nous, il y a quelques exceptions. Mais en tout cas, un sujet qui, je pense, est important. Et surtout, simplement en introduction, j'ai envie d'ajouter que pour moi, c'est un sujet qui est aussi beaucoup lié au fait tout simplement de commencer par se rendre compte. Je pense que la clé, ce sont des prises de conscience. Et le travail qu'on voudrait faire avec vous aujourd'hui à travers cette conversation, c'est justement d'aller vers ces prises de conscience. Donc, si on venait à parler un peu, comme tu disais Nathalie, de qu'est-ce que c'est que la charge mentale déjà ? Alors la charge mentale, c'est un terme qui existe depuis les années 80. C'est une sociologue française, Monique Eco, qui l'a, je dirais, inventé, ou qui a utilisé ce terme pour la première fois en tout cas. Et l'idée, c'est vraiment l'idée pour elle en tout cas, c'était de poser un terme pour définir cette double journée des femmes qui vont être un peu tiraillées entre le travail domestique et les charges ménagères, en tout cas le travail familial, etc. Et bien sûr, le travail. Parce que aujourd'hui, quand même, une majorité de femmes travaillent et à la fois ont des charges qui sont assez importantes dans le foyer. Et en fait, je vais juste faire une petite distinction. Quand on parle de charge mentale, il ne s'agit pas de parler de créer un équilibre entre concilier vie familiale et vie professionnelle. Non, c'est plutôt, on est en train de parler d'autre chose. Alors vraiment, je pense que c'est important de bien mettre le doigt là-dessus pour que ce soit bien clair.
Là, on est en train de parler d'une mobilisation permanente des capacités cognitives, ou en tout cas de certaines capacités cognitives. Donc comme la mémorisation, la coordination, la gestion des imprévus, la disponibilité affective, l'empathie, etc. Et donc, toutes ces capacités cognitives, j'ai envie de dire, qui sont un peu en mode alerte, quasiment tout le temps. Et finalement, cette charge mentale, elle peut se situer autant à la maison qu'au travail. Elle n'est pas uniquement réservée à la sphère intime ou la sphère privée, j'ai envie de dire. Maintenant, peut-être que par rapport aux racines, donc ce que disait Nathalie un petit peu plus tôt, d'où est-ce que ça vient? Je pense qu'il est établi que la source principale, c'est une société qui est essentiellement patriarcale depuis la nuit des temps, et que finalement, traditionnellement, l'homme a un rôle à l'extérieur de la maison, puis la femme a un rôle à l'intérieur de la maison. Alors, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, quand même, on a dépassé ça, on est très loin de ça. Les femmes ont accès à la vie active, toutefois, comme on a dit dans le sujet précédent, quand on a parlé de la sororité, il y a des choses. En fait, j'ai parlé de cette image, de cette métaphore de l'oiseau en cage. Un oiseau qui a été en cage très très longtemps, lorsqu'on le défait de sa cage et qui finit par continuer à se comporter comme si la cage était toujours là. Et je pense qu'il y a un peu de ça aussi chez nous. C'est-à-dire que parfois, on continue à répéter certains comportements, même si les conditions réelles de l'époque ne sont pas les mêmes. Alors, Nathalie, déjà, j'aimerais bien que si tu as quelque chose à ajouter, je suis sûre, par rapport à ce que je viens de dire. Et puis aussi, j'aimerais bien qu'on puisse aller éventuellement sur des chiffres. Est-ce que tu as un peu des chiffres en France par rapport à la situation des femmes? Ouais, alors je voulais revenir un petit peu sur la définition de la charge mentale, peut-être un petit peu pour reprendre et résumer, parce que c'est pas juste une expression à la mode. On entend beaucoup parler de charge mentale liée à la santé mentale, mais pour moi, c'est vraiment une tension permanente entre le faire et le penser à faire. Et il y a aussi une notion de culpabilité, de ne pas avoir fait. Et en fait, c'est le fait de toujours devoir penser à tout et de devoir faire également, donc principalement des tâches domestiques, des tâches d'organisation, des tâches au boulot, etc. Comme tu le disais, il y a du pro et il y a du perso. Et voilà, et tout ça, c'est un vrai marathon invisible. Et la plupart du temps, vraiment, ce sont ces femmes-là qui courent, mais sans ligne d'arrivée. Et comme tu le disais, il y a des racines. Bon, il y a vraiment un héritage traditionnel. Ce sont les femmes qui prennent soin de tout le monde depuis des générations. On a longtemps dit aux filles, sois douce, sois serviable, veille aux autres, anticipe ce qu'ils attendent de toi. Et ce rôle silencieux mais puissant est vraiment devenu une partie de l'identité collective féminine. Même si aujourd'hui, cet héritage vraiment tend à évoluer de plus en plus. Les hommes prennent de plus en plus le faire, et notamment dans les tâches domestiques, mais n'empêche qu'il n'en est pas moins que les femmes sont toujours en train de penser, de culpabiliser quand elles ne font pas et quand elles n'ont pas pensé à des choses, etc. Voilà, et donc c'est ça, c'est le faire au féminin. Complètement. Si tu permets, j'aimerais vraiment rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que je dirais ça fait vraiment écho quand tu parles de culpabilité, en fait. Parce que je pense que le pire des ennemis dans cette charge mentale, c'est justement cette culpabilité-là. Et ça, c'est quelque chose qui me parle, moi, personnellement. Peut-être plus aujourd'hui, en tout cas plus de la même manière, mais c'est quelque chose qui m'a parlé et que j'ai, à un moment donné, essayé d'analyser, de comprendre. Et finalement, j'étais un peu tiraillée entre le fait de faire ce qu'il y avait à faire. Alors, à ce moment-là, c'était vraiment pour moi juste ça, faire ce qu'il y avait à faire, ce que je devais faire. Et d'un autre côté, en quelque sorte, le respect de ma santé mentale et de mon intégrité et de
Et finalement, j'ai commencé à me questionner de pourquoi est-ce que je fais ça? Et pourquoi cette culpabilité finalement? Et tout simplement, c'est de ne pas correspondre à certains standards qui en réalité sont des dictats qui sont imprimés dans notre cerveau, qui font que on est une bonne femme, une bonne oui, enfin une bonne femme, c'est terrible, mais c'est ça. Hein. On est une bonne femme si on s'acquitte de toutes ces choses-là, finalement sans sourciller, quoi. Ouais, ouais, complètement d'accord. On est toujours dans le faire et on va applaudir la femme qui fait tout, qui gère tout. On va l'élever. Mais ce qu'on oublie, c'est que tout gérer demande de porter. Donc l'anticipation, le contrôle, tout ce qui est invisible, toutes les tâches domestiques invisibles que personne ne voit finalement. C'est un peu comme la petite fée qui va gérer les tâches du quotidien dans la maison et qu'on ne voit pas. Mais c'est pas la petite fée, c'est la femme qui fait ça. Et donc c'est là que la charge mentale s'installe. C'est ce penser pour faire qui prend toute la place souvent de vraiment l'être. Oui, Donc voilà, et tout tout à à fait. l'heure, tu me demandais si on avait des chiffres. Donc on a des chiffres, et effectivement, je ne les ai pas tous en tête, mais on a de toute manière par l'INSEE. Et, en 2025, par exemple, en France, 72% des femmes ressentent une forte charge mentale au quotidien. Et 65% d'entre elles gèrent encore toute la logistique domestique, même quand elles travaillent à temps plein. Parce qu'il y a ça aussi, il y a ce facteur-là, c'est qu'avant, les femmes ne travaillaient pas forcément. Aujourd'hui, la plupart d'entre elles travaillent. Donc, elles doivent cumuler et la vie perso et la vie pro. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est avoir cette double vie finalement. Voilà. Et le plus fou dans tout ça, c'est que seulement 14% des hommes reconnaissent que la charge mentale est un vrai sujet. Voilà. Ça, c'est dit. C'est fou, hein. C'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, je pense que le cœur du sujet, c'est d'abord prendre conscience, en fait. Euh, Prendre conscience de ce que ça fait pour nous, de la place justement de cette charge mentale dans nos vies et comment on se sent par rapport à ça. Et encore une fois, c'est de ça qu'on est venu parler aujourd'hui et c'est ça qu'on va aborder tout au long de notre épisode. Alors, là, tu nous as donné des chiffres en France qui sont affolants, j'ai envie de dire. Et alors au Maroc, moi j'ai trouvé, alors peut-être pas des chiffres sur la charge mentale, bien que la notion de charge mentale vraiment commence à prendre sa place dans le débat de manière générale au Maroc. Mais le chiffre que j'ai trouvé, que je trouve très parlant, ce sont des statistiques qui ont été publiées par l'IRES, l'Institut Royal des études stratégiques, et alors il nous donne une information toute simple, mais qui en dit beaucoup. Alors, ils expliquent que, en gros, par jour, donc dans une journée standard, dans une journée moyenne, une femme consacre plus de 5 heures au travail domestique et aux soins donnés aux membres du ménage, bien sûr, contre 43 minutes seulement chez les hommes. Et je tiens à préciser que les 5 heures de travail domestique, c'est pour les familles sans enfants. Et ça va monter jusqu'à 7 et quelques, ce qui est absolument fou. Sachant que, encore une fois, ce sont des chiffres bien sûr qui ont été réalisés, en tout cas des statistiques réalisées au Maroc, et que les femmes travaillent au Maroc. Je veux dire, il y a une grande part des femmes qui travaillent au Maroc, donc c'est très significatif. Là, on est en train de parler d'une majorité de femmes qui ont les deux casquettes, dans la maison et hors de la maison. Donc, rien que ça, déjà, je pense que ça nous donne un peu une image sur une réalité que certaines d'entre nous vivent sûrement, d'autres pas, et ravis pour elles. mais voilà, quoi. Voilà, côté chiffres. Ouais, c'est assez hallucinant. Et encore là, on parle pas, parce qu'on parle pas des conséquences de la charge mentale. La charge mentale, elle implique un certain nombre de conséquences derrière. Mais, Ouais, tout à fait. mais c'est vrai que les femmes, c'est nous qui gardons la carte, le planning, la to-do list, etc. Et parfois, on s'y accroche comme si lâcher, c'était perdre une partie de soi. Je ne sais pas si tu le vois comme ça, mais on parlait de culpabilité.
Et il y a de ça, mais c'est aussi perdre une partie de soi. C'est-à-dire que depuis des générations et des générations, on dit la femme, elle doit tout gérer, elle doit être forte, etc. C'est la bonne fille, la bonne épouse, la bonne employée. Mais rarement on dit la femme qui s'écoute et qui se choisit. Voilà, donc c'est aussi ça. C'est peut-être que si on lâchait ce côté bonne épouse, bonne employée, etc., ça serait perdre une partie de soi. Donc, il y a peut-être une peur derrière, en plus de la culpabilité. Oui, quand tu dis lâcher une partie de soi, moi je verrais. J'ai essayé vraiment de voir comment je me sentais par rapport à cette expression. Et moi, ce que j'y vois, c'est littéralement vraiment oser être soi. C'est c'est le titre de notre épisode, ou en tout cas de notre suite d'épisodes. Mais c'est en fait, est-ce que la vie, est-ce que l'opinion de, je sais pas moi, la tante, la sœur, la copine de la maman, la voisine, X, Y, est-ce que ça compte vraiment si elle dit que je suis une mauvaise ménagère? Euh, pour moi, c'est ça en fait à un moment donné. C'est comment est-ce que je peux être, moi, une femme active qui fait tellement de choses, qui crée, qui invente, qui transmet, qui fait énormément de choses dans son quotidien et qui aime ce qu'elle fait, et en même temps d'être comme ça, paralysée, handicapée par la vie d'une personne, peut-être d'une autre génération ou avec un autre avis sur la question. Et à un moment donné, moi, je me suis dit, mais en fait, excusez-moi l'expression, mais je n'en ai rien à faire. Je n'en ai rien à faire. Si je mets sur la balance le fait d'être considérée comme une mauvaise ménagère, et encore une fois, je parle de mauvaise ménagère, mais ça s'applique à beaucoup de choses, hein. Mais si je mets ça sur la balance entre ça et être plus heureuse, avoir plus de temps pour moi, et on parlera des bénéfices après du fait de se défaire de la charge mentale. Mais si je mets sur la balance, c'est clair que ce qui va gagner, c'est moi et mon bonheur et ma sérénité. Oui, tout à fait. Tu as très bien fait le lien avec oser prendre sa place et la charge mentale. C'est là que ça bloque, c'est prendre sa place, ou en tout cas oser prendre sa place. Ça signifie entre autres ne plus laisser la charge mentale décider de qui nous sommes. Parce que tant qu'on est hyper occupé à penser à tout pour tout le monde, on n'est pas libre de penser à soi en fait. On occupe la place au cœur du foyer, on est un pilier limite invisible quelquefois. Mais est-ce qu'on s'occupe à ce moment-là de notre propre place? C'est vraiment c'est une vraie question. Ouais, complètement, complètement. Et justement, ça serait intéressant de commencer par voir un petit peu quelles sont les conséquences sur la santé de cette charge mentale. Tu peux nous en dire plus, Nathalie? Bah ouais, moi comment je le vois, c'est un véritable poison. Voilà, quand ça s'infiltre lentement, lentement mais sûrement. Puis un jour, bah, le corps il encaisse un trop plein. Donc les conséquences, elles peuvent être vraiment bien douloureuses sur la santé psychique, sur la santé physique, émotionnelle, sociale. C'est vraiment ça a une conséquence importante sur le bien-être des femmes. Ça commence par des petits signes. Donc tu peux te réveiller le matin fatigué, même après 8 heures de sommeil, quand on arrive à dormir 8 heures de sommeil, évidemment. Puis on devient irritable pour un rien, on oublie des choses simples, on ressent un brouillard mental constant. On a un stress, donc ça commence par un petit stress, et puis par la suite, ça va monter d'un cran. Et puis ça peut amener à un épuisement, une dépression, voire même un burn-out. La charge mentale est un vrai fléau, hein, franchement. Il y a un moment donné où il faut ouvrir les yeux. Il y a un moment donné où il faut se dire, voilà, wake up, quoi. Il faut se réveiller et se dire, mais voilà, j'existe, j'ai ma place et qu'est-ce que je fais pour la prendre en fait. Donc voilà, il y a des conséquences très importantes. Donc j'ai parlé du sommeil, du stress, il y a des tensions dans le dos, le ventre noué, des migraines à répétition, on dort plus, on a des palpitations et puis le stress qu'on avait au fur et à mesure, il devient constant, il devient chronique. Donc il y a un moment donné où le corps il va dire t'as oublié que j'existe? Ah, bah, je vais te rappeler que j'existe moi. Donc c'est hyper important. C'est sur le plan psychique, c'est une impression d'être en mode vraiment survie permanente. On est épuisé, mais on continue. Bah ouais, on est forte en même temps, on est des femmes, on est fortes. Parce qu'en fait, on croit que si on s'arrête, tout va s'écrouler.
Eh ben non, en fait. Quand on a compris ça, tout ne s'écroule pas si on dit non, si on dit stop. Et si on pense à soi, tout ne s'écroule pas. Les gens autour de soi s'adaptent. Mais c'est surtout que on réapprend à s'écouter. Ça, c'est vraiment très, très important. Et je voulais terminer aussi par au niveau social. Au niveau social, on s'isole, hein. Très sincèrement, on est épuisé. On s'isole parce qu'on a envie de se reposer, en pensant se reposer. Donc, on a moins d'amis, on rigole moins, on a moins de temps pour soi. En fait, en gros, on n'a plus d'espace pour exister en dehors du rôle qu'on joue de cette Wonder Woman qui est super forte. Et ce qui est fou, c'est qu'on arrive à se persuader que c'est normal finalement, que comme si la fatigue, le stress, la tension qu'on connaît, ça fait partie du package femme active et équilibrée. Ah, la fameuse Wonder Woman dont je vous parle. Et le fameux tout va bien, je gère, alors que je pense que secrètement on rêve d'un week-end seul, sans mari, sans enfant, sans lessive, sans repas à préparer, mais juste un oreiller et le silence. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'ai longtemps cru que tenir, c'était ça, être forte. C'était accumuler, accumuler, accumuler. Je me disais, je peux tout faire. Je suis organisée, j'ai de l'énergie, c'est bon, tout le monde compte sur moi, je veux tout maîtriser, je veux pas déléguer, parce que finalement, il y a cette partie de nous, cette part de responsabilité aussi qu'on a laissé s'installer la charge mentale, hein, quelque part. Voilà, c'est pas tout à l'extérieur, il y a aussi de nous, hein. Et donc voilà. Et puis un jour, mon corps m'a dit stop. Mon corps m'a dit stop et j'ai pas réussi à me lever un jour. Voilà. Et de là, je m'en souviendrai toute ma vie. De là, j'ai dit, j'en peux plus. J'en peux plus. Et mon corps m'a dit stop. Donc, je me suis arrêtée. Je me suis pas dit, je n'en veux plus de cette charge mentale. C'est la différence. Donc voilà, à partir de là, j'ai compris que mon corps avait pris la décision à ma place et quelque part, c'est pas plus mal, hein. Mais c'est souvent comme ça, il y a un point de bascule. Donc le corps qui finit par se rebeller contre la tête parce qu'on ne peut plus tout contrôler et puis on porte vraiment une charge lourde, je pense. Voilà. Et en fait, c'est cet arrêt-là qui m'a permis de me retrouver. Et la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin d'être indispensable. Franchement, on a besoin d'être présente à soi, présente à son corps, présente à ses émotions, présente à son rythme. Et c'est ça pour moi, reprendre sa place. Parce que la charge mentale, c'est une vraie leçon, une leçon de ne pas s'être écouté. Donc voilà, on remplit, on organise, on coche des cases pour éviter peut-être de ressentir. Mais le corps, lui, il ne ment jamais. Et aujourd'hui, j'ai appris vraiment à ressentir les choses, à m'écouter, à écouter mon corps parce que c'est trop important. Voilà. Merci Nathalie déjà de partager avec nous ton expérience. Et en fait, ça me donne envie déjà de revenir sur un sujet qui est cher à notre cœur et qu'on a déjà partagé avec nos auditeurs et auditrices dans le dernier épisode, qui est la sororité. Et en fait, j'ai envie de dire que souvent, déjà entre femmes, hein, sans même aller au-delà, mais déjà entre femmes, il y a un peu une loi du silence, un peu une omerta sur cette question-là, où finalement on ne se livre pas tellement quand on est dépassé par les événements. Et je pense que le fait d'ouvrir cette parole justement entre femmes, de déposer sa vulnérabilité, de déposer son armure telle qu'on a pu le décrire dans le sujet de la sororité, c'est déjà quelque chose qui peut être un soutien très fort, qui peut être très important pour nous aider justement à questionner ce sujet de la charge mentale et peut-être à se sentir mieux, à vivre mieux, parce que de toute manière, c'est le but ultime finalement de cette conversation, c'est d'être plus heureux, plus épanoui. Maintenant, en fait, tout à l'heure, quand Nathalie, tu citais les différentes conséquences physiques, mentales, psychologiques de manière générale de la charge mentale, il y a une chose qui m'est venue à l'esprit. Et c'est une chose à la fois que j'observe chez beaucoup de personnes et que j'ai aussi observé chez moi.
Alors, je ne sais pas si ça va te parler, Nathalie, et si ça va vous parler à vous. Euh, mais j'ai l'impression que cette charge mentale, elle génère en nous aussi beaucoup de colère intériorisée. Le fait de... J'ai l'impression, bon, je vais parler de moi, ça va être plus simple, mais ce sentiment de se trahir soi-même, ou en tout cas d'être au service des autres et de ne pas être au service de soi, même si c'est pas conscient chez nous, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur qui comprend très bien qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Et ça, j'ai l'impression que ça génère une frustration qui elle-même génère une sorte de colère. Et en fait, ce que j'ai pu observer, moi, de mon côté, que ce soit chez moi ou chez les autres, c'est que plus cette colère est présente, plus elle va irradier sur le reste de la vie. En fait, on va voir des personnes qui vont peut-être commencer à être, j'ai envie de dire, ça génère presque un peu d'agressivité. En tout cas, je sens. Je ne sais pas trop comment le transmettre clairement et j'essaie de bien choisir mes mots. Hein. Encore une fois, je ne suis pas psychologue, mais je sens qu'il y a cette colère qui est enfouie en nous et qu'elle ressort en fait de plein de manières différentes dans nos rapports avec les autres au quotidien. Et peut-être se questionner sur cette charge mentale, sur les limites qu'on veut poser en fait, jusqu'où on peut aller et jusqu'où on n'a pas envie d'aller pour son bien-être personnel. Ça peut réduire aussi cette sensation de frustration et cette sensation de colère. Je ne sais pas ce que tu en dis, Nathalie, un peu de... je ne sais pas si ça te parle. Je suis assez alignée avec ce que tu dis. Je trouve que ça sent le vécu et moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus par rapport à ça. Est-ce que tu as des situations particulières qui ont provoqué donc, cette charge mentale, cette colère dont tu parles? Écoute, oui, clairement, hein, de toute façon, la charge mentale, c'est quelque chose que j'ai clairement expérimenté dans ma vie. Et dans plusieurs... encore une fois, comme on a dit, hein, la charge mentale, c'est pas uniquement l'intime, c'est le domaine du privé, c'est le privé et le pro. Et puis, cette tendance à... J'avais envie de dire à vouloir tout planifier, mais c'est même pas à vouloir. Il y a des rôles qu'on te donne que tu n'as même pas choisi, en fait. Et de mon expérience personnelle, en fait, il y a deux choses en particulier qui me viennent. D'abord que souvent, dans ma vie, en tout cas dans mon expérience, le dialogue est une solution très, très efficace pour commencer à comprendre et à réduire cette charge mentale. Et que, alors là, je vais parler dans le rapport avec les hommes, en tout cas moi, dans ma vie personnelle, souvent le fait de dire, de poser les choses, pourquoi est-ce que c'est moi qui fais ça Parfois, même l'homme que vous avez en face de vous se dit « Ah ben tiens, ben oui, en fait. C'est juste que ça a toujours été fait comme ça. C'est juste que ma mère a toujours fonctionné comme ça, que ma sœur a toujours fonctionné comme ça, que les femmes qui sont autour de moi ont toujours fonctionné comme ça. Et que finalement, pour moi, c'était juste une évidence. Et moi, je me suis retrouvée dans cette situation face à quelqu'un qui, en fait, il a juste fallu poser cette réflexion et y réfléchir ensemble pour commencer à résoudre la problématique. Donc, moi, je suis aussi un peu contre cette diabolisation de l'homme qui vous maltraite, comment dire, volontairement. Non, en fait, parfois, alors bien sûr, il y a de tout, hein, mais je veux dire parfois, juste le fait d'en parler, ça peut ouvrir aussi certaines fenêtres. Et ça, c'est moi ce que j'ai vécu, en tout cas vraiment là, c'est mon expérience personnelle, c'est que parfois le dialogue peut amener vraiment à une prise de conscience des deux côtés en fait. Et ensuite, vraiment, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit et qui me fait sourire et qui fera peut-être sourire certaines de nos auditrices parce que je pense qu'une de ces personnes qui était avec moi ce jour-là nous écoute. Alors, j'avais envie de me retrouver avec mes copines pour se détendre un petit peu en after work, etc. Et je leur ai proposé de venir chez moi à la maison.
Et bien sûr, une semaine chaotique avec boulot, beaucoup de choses à faire, etc. Et au point où à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je vais pas pouvoir la faire cette soirée à la maison, hein, parce que comment je vais faire pour préparer à manger, pour arranger la maison, pour ci, pour ça. Et j'ai commencé à voir tout ce qu'il pouvait y avoir autour de cet événement, juste ce petit passage de 2 amis à la maison. Et à un moment donné, vraiment, j'ai eu une espèce de prise de conscience. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qui est important dans cette histoire-là, en fait? Ce qui est important, en réalité, au sommet de la pyramide, c'est juste que j'ai envie de passer du bon temps avec mes amis et que j'ai envie de me détendre et de faire un cut sur mon quotidien. Très bien. Maintenant, est-ce que c'est vraiment important si la maison, elle brille pas, quoi? Si tout n'est pas exactement à la place où il faut être, etc. Bon, j'ai quand même pas envie que ce soit le bazar, mais c'est un peu moins important. Et après, je me suis dit, OK, vous vous retrouvez. Est-ce que le but, c'est que tu leur offres un repas gastro et qu'elles soient émerveillées par tes talents de cuisinière, que je n'ai pas d'ailleurs, et là, je me dis, mais en fait, on s'en fiche. Et du coup, j'ai reçu mes amis et j'ai rien préparé. Absolument rien préparé. J'ai acheté des espèces de petits apéros, enfin des chips, des trucs, des machins comme ça, que j'ai mis dans des bols, donc pas grand-chose, hein. Et quand elles sont arrivées, je leur ai dit, écoutez les filles, c'est pas par rapport à vous, parce que encore dans notre culture marocaine, c'est encore plus compliqué de recevoir des gens sans avoir fait un effort. Et ça peut être perçu comme un manque d'intérêt ou quelque chose de cet ordre-là, parce qu'il y a des codes quand même bien établis sur comment recevoir, quoi, l'art de recevoir des personnes. Et, euh, et je leur ai dit, écoutez, c'est pas parce que je vous apprécie pas, et c'est pas parce que vous n'êtes pas importante pour moi, mais aujourd'hui, vraiment, on va commander des pizzas, ou autre chose d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il a fallu que je fasse le choix entre annuler cette soirée parce que j'avais pas le temps de la préparer comme je les prépare habituellement, ou vous voir et la faire à la bonne franquette. Et j'ai dit, voilà, j'ai quand même eu besoin de me justifier, mais je pense que c'était plus par rapport à moi-même, de leur dire, c'est pas par manque d'intérêt pour vous, mais là, c'est vraiment le respect de mon planning à moi et de ma santé, de mon bien-être. Et c'est passé comme une lettre à la poste et on en a rigolé. Et puis voilà, et on a même discuté un peu pendant la soirée où je disais, mais en fait, je suis en train de me défaire de rôles que j'ai jamais choisis et dont je ne veux pas, en fait. Et ça veut pas dire que un jour ou l'autre, quand j'aurai le temps, j'aurai envie vraiment de faire un super bon repas et de recevoir, etc. Mais ce sera quand je l'aurai choisi et quand je pourrai le faire. Voilà, donc un peu un exemple pour répondre à ta question, Nathalie. Mais c'est génial parce que ça résonne et puis c'est un exemple du quotidien que toutes les femmes peuvent connaître. Effectivement, c'est pas forcément la charge mentale, c'est pas forcément un gros déclencheur. C'est-à-dire que ça va venir s'installer dans le quotidien. Mais là, l'exemple, enfin, la situation que tu as vécue, je l'ai aussi vécue. Et moi, pour le coup, je ne me suis pas écoutée et je me suis dit, ah là là, mais ma maison est dans tel état, j'ai pas le temps de faire le repas, mais j'ai annulé la soirée. Parce que je considérais que recevoir, à l'époque, que recevoir des amis, il fallait que ce soit en grande pompe. Très belle croyance. donc voilà, donc ça résonne et ça invite à la réflexion. Donc chères auditrices qui nous écoutez, c'est vrai que c'est une belle invitation à la réflexion parce que souvent le vrai déclic, c'est pas un grand événement d'extérieur, c'est un murmure intérieur qu'on décide enfin d'écouter à un moment donné, de dire stop. Je fais ce dont j'ai envie, je fais ce que j'ai envie de faire avec les moyens que j'ai au moment où j'ai envie de le faire. C'est un peu ça, si je résume un petit peu. Et donc, c'est hyper important parce que quand on commence à écouter ce murmure, à se dire, donc à s'écouter, et bien finalement, il devient une boussole. Et je pense, en tout cas, j'ai constaté sur moi que c'est là que la transformation va commencer. C'est parce qu'à partir du moment où tu comprends que tu n'as plus à tout faire, à tout prouver, à tout gérer, c'est que tu découvres que tu peux enfin être. C'est vraiment, j'aime bien cette notion d'être parce qu'on est avant tout un être avant de faire. Voilà. Et donc, j'avais envie de te poser cette question-là, Sophia. Qu'est-ce que ça change concrètement quand on décide de se remettre au centre de sa vie? Ah, quelle belle question.
Écoute, bon, déjà, moi, je crois que tu me connais, Nathalie, et vous commencez à me connaître un petit peu aussi. J'aime bien toujours recadrer les choses. Soyons clairs, même si en tout cas, je vais parler de moi, même si j'entre dans ce chemin où je commence à vraiment réfléchir à être justement et à essayer d'être et à ne pas me laisser emporter en fait par les devoirs, les choses qu'il faudrait, il faut, etc. Ben, déjà, j'ai envie de dire que c'est pas comment dire, une espèce de ligne droite qui est complètement stable et que on est complètement dedans tout le temps. Il y a des moments où on oublie un peu et puis ça repart et puis donc c'est un peu normal que ça devienne pas tout de suite un réflexe qu'on adapte à 100%. Il y a des fois où je m'observe et je me vois tomber dedans la tête la première, quoi, clairement. Mais de manière générale, tout de même, à partir du moment où j'ai commencé à conscientiser ça, c'est-à-dire vraiment pour moi juste à me poser des questions sur mes priorités, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'est-ce qui est important là maintenant dans cette situation-là. Qu'est-ce que je et finalement qui est-ce que je priorise? Voilà, c'est ça aussi. Est-ce que je priorise le regard des autres ou est-ce que je priorise mon regard et mon bien-être en fait? Et finalement, pour pouvoir prendre soin des autres, peut-être mieux encore, sans avoir de frustration, de colère, si je me priorise, bah, tout le monde y gagne. J'y gagne d'abord, et les autres y gagnent aussi parce que bah, ils vivent avec une personne qui est heureuse, ou en tout cas au moins sereine. Je suis peut-être pas heureuse 24 heures sur 24 et de toute façon le bonheur n'est pas un état constant, mais de manière générale qu'une personne sereine. Donc tout le monde y gagne en fait dans cette équation, j'ai envie de dire. Et finalement, bah, les bienfaits, les conséquences, elles sont énormes. C'est que finalement, déjà, moi j'ai l'impression d'acquérir une capacité de concentration beaucoup plus efficace. C'est comme si il y avait un espèce de bruit gris, tu sais, de bruit blanc là, comme ça, qui est dans la tête tout le temps, avec tu dois et ci et ça et ci et ci et ça. Et ça, j'ai l'impression que ça se calme et que du coup, bah, je suis beaucoup plus focus sur ce que je fais au quotidien. Beaucoup plus focus. Je suis pas en train de sauter d'une chose à l'autre, un peu comme ça, d'une manière un peu chaotique. Donc, bah, déjà, j'y gagne ça. Et puis, très franchement, j'y gagne une qualité de vie, une vraie qualité de vie. C'est-à-dire, je sens l'amélioration clairement de ma qualité de vie et aussi la colère et la frustration dont je parlais tout à l'heure qu'on peut ressentir. En fait, pour moi, cette colère et cette frustration dont j'ai parlé, elle est liée, pardon, à une chose. C'est qu'à des moments où tout en nous a envie de dire non, et qu'à la place, on dit oui ou on fait. Et là, c'est un peu comme se trahir soi-même. Et en fait, le fait de se trahir soi-même engendre cette frustration et cette colère. Et ça, en fait, j'ai l'impression vraiment de m'en défaire. Ce bien-être et cette sérénité dont je parle, c'est aussi plus tellement de colère et plus tellement de frustration parce que je m'écoute. Voilà, je m'écoute. Et ça veut pas dire que je suis devenue une égoïste absolue qui ne se soucie que d'elle-même, loin de là. Je suis une personne généreuse, j'aime les autres, j'ai autour de moi beaucoup de gens que j'apprécie et puis je pense avoir une grande empathie pour les gens qui m'entourent et donc ça n'empêche rien. Simplement, je suis plus à l'écoute de mes limites. Et en étant plus à l'écoute de mes limites, eh bien, je pense que c'est clairement une voie absolue et certaine pour obtenir de la sérénité. Voilà. C'est comme ça que je le perçois. Et toi, Nathalie, de ton côté? Tu sais, moi, j'ai longtemps cru que si je ne remplissais pas mes journées, j'allais perdre ma valeur. Un jour, j'ai entendu cette phrase, je ne sais plus trop où, mais en gros, c'était ta valeur n'est pas dans ce que tu fais, elle est plutôt dans la façon dont tu es présente à ce que tu fais. Et ça, c'est une phrase qui est très importante pour moi, parce que depuis, en gros, je choisis mes actions avec beaucoup plus de conscience et de présence, et je m'écoute et je prends soin de moi d'abord,
pour pouvoir prendre soin des autres. C'est un peu, je t'en avais déjà parlé, mais moi, c'est l'image ou la métaphore dans l'avion. On te dit toujours de mettre ton masque à oxygène avant de pouvoir aider les autres. Ben voilà, c'est un peu ça, c'est cette image-là que je garde et qui ne va pas détériorer ta valeur. Au contraire, elle va juste même améliorer. Ça va venir nourrir ton estime de toi, ta confiance en toi. Et malheureusement, dans la vie, on fait souvent l'inverse. On s'étouffe en silence pour que les autres respirent, mais c'est pas ça. C'est pas en n'allant pas bien que tu vas mieux aider les autres, au contraire. Donc c'est vraiment se donner la permission de se faire passer en premier, et c'est pas de l'égoïsme, comme tu le disais, Sophia. C'est vraiment de l'écologie intérieure pour moi. Voilà, c'est prendre soin de soi, c'est ton écologie. C'est un écosystème intérieur. C'est prendre soin de ça, de cet écosystème intérieur, avant qu'il s'effondre, évidemment. Et ça va venir nourrir notre énergie, nos émotions, notre paix, l'estime de soi, etc. Et c'est vrai que quand tu te choisis, finalement, c'est tout le monde qui en profite. C'est les proches, les enfants, le travail. Je l'ai vraiment vu. J'ai vu qu'à partir du moment où je n'avais plus cette charge mentale, tu sais, un peu ce petit hamster là dans sa roue, on parle souvent du hamster qui tourne dans sa roue. Bah, c'est nos pensées qui tournent dans nos têtes, cette charge mentale, qui fait que quand tu la ralentis, quand tu l'écoutes, parce qu'on sera toujours traversé par une multitude de pensées, mais en même temps, c'est qu'est-ce que tu en fais, c'est ça, c'est comment tu les traverses, comment tu les entends, voilà, qu'est-ce que tu en fais. Tu les écoutes, tu les mets de côté, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Sophia, c'est vraiment qu'est-ce qui est urgent, important, qu'est-ce qui est important mais pas urgent, etc. Et à partir de là où tu fais le tri et que tu t'écoutes, tu prends du temps pour toi, tu prends des moments pour kiffer, et ben ça change beaucoup de choses. Et vraiment, je vous le garantis parce que je suis passée par là. Et aujourd'hui, cette charge mentale, déjà, j'ai essayé de dispatcher un petit peu les tâches du quotidien de la maison au sein de mon foyer. Et ça, déjà, ça va nettement mieux. Ah oui, mais complètement, mais j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, l'écologie intérieure ou l'écologie, oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment, pour moi, parce que quand on parle d'écologie, on pense tout de suite à l'énergie. Et pour moi, c'est vraiment de la gestion de son énergie. Et ça, ouais, c'est une très belle manière de l'exprimer. Et justement, par rapport à ce que tu dis, tu as parlé de tâches importantes, de tâches moins importantes, etc. Ce qu'on voulait aussi, toi et moi, Nathalie, aujourd'hui, c'était de partager avec nos auditeurs et auditrices, et on voudrait le faire de plus en plus souvent. Au-delà même de cette conversation, de ces questions qu'on se pose ensemble, de ces sujets qu'on ouvre ensemble, de pouvoir de temps en temps vous proposer en fait des outils avec lesquels on travaille en tant que coach et que éventuellement vous puissiez aussi utiliser. On essaye de rester sur des formats qui sont assez simples, qui sont assez à la portée, j'ai envie de dire même. Alors, je vais vous décrire un outil qui est très intéressant. Je vous dis déjà d'avance que vous pourrez retrouver un visuel sur notre compte Instagram, parce que bien sûr, ce sera toujours plus simple de l'avoir en image, en visuel, avec éventuellement une petite explication. Il s'agit de la matrice d'Eisenhower. Voilà. Donc, la matrice d'Eisenhower, déjà à la base, c'était c'est un outil en fait de gestion du temps et des priorités que vous pouvez aussi trouver beaucoup utilisé dans le domaine professionnel de manière générale. Et déjà la matrice, elle s'appelle Eisenhower parce elle tire son nom en fait de Eisenhower, le 34e président des États-Unis. Hein. Donc ça date des années 50. Et en fait, pour moi, c'est un outil très très simple qui, moi, en tout cas, personnellement, quand je l'ai découvert, je me souviens encore du moment où je l'ai découvert. Hein, ça arrive pas souvent, ça. J'étais dans le tramway à Rabat. J'étais en train d'aller à mon cabinet un matin. J'avais laissé ma voiture dans le parking relais et j'étais dans le tramway. Je lisais un livre
Et dans ce livre, en tout cas, l'auteur, à un moment donné, a présenté cette matrice d'Eisenhower. Et en la lisant, j'ai commencé tout de suite vraiment à me projeter dedans et à réfléchir. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Et en arrivant au bureau, j'ai directement commencé à poser ça sur un papier. Et c'est quelque chose qui m'accompagne depuis. Alors, la matrice d'Eisenhower, en fait, c'est quatre cadrans ou 4 bulles dans lesquelles vous allez classer les choses que vous avez à faire. Voilà. Il s'agit vraiment de classer ces tâches, voilà, les choses à faire, par ordre de priorité. Mais il y a une petite distinction qui, justement, c'est là où il y a la nouveauté grâce à la matrice d'Eisenhower, c'est que Eisenhower nous parle de 2 variantes. La première variante, c'est l'urgence, et la deuxième variante, c'est l'importance. Alors, 2 choses, pour moi en tout cas, qu'on a tendance à mélanger, on a du mal à faire la distinction entre les deux. Et souvent, on s'imagine que ce qui est important est urgent et que ce qui est urgent est important. Et est-ce qu'on fait vraiment la distinction? En tout cas, moi, personnellement, pour rester sur mon expérience, pour moi, c'était pas tant une distinction qui me viendrait à l'esprit comme ça. Donc, là, Eisenhower nous propose justement de penser l'urgence comme une chose distincte de l'importance. Et ces 4 bulles ou ces 4 cadrans, en fait, dans le premier, on va avoir ce qui est urgent et important. Dans le deuxième cadran, on va avoir ce qui est important, mais peu urgent ou pas urgent. D'accord ? Le troisième cadran, ça va être urgent, mais important. Et le 4e cadran, ni urgent, ni important. Voilà. Alors, on va s'arrêter avant tout ça, de dire qu'est-ce que c'est qu'une tâche urgente et qu'est-ce que c'est qu'une tâche importante. Une tâche urgente, c'est une tâche qu'on a besoin de faire rapidement, clairement. Mais souvent, derrière l'urgence, il y a une demande extérieure. Souvent, ça peut être relié à quelqu'un d'autre. Répondre à un mail, emmener une personne quelque part, répondre à un coup de fil, etc. Donc, on va avoir un peu cette urgence. Maintenant, il peut y avoir aussi des urgences qui nous concernent directement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit être fait rapidement. D'accord ? L'importance, là, il y a une petite distinction à faire, c'est que l'importance, c'est à quel point est-ce que c'est important pour moi ? C'est-à-dire, est-ce que ça me permet d'accomplir des objectifs dans ma vie, finalement. Alors, les objectifs dans ma vie, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être, moi, j'aimerais bien mettre comme objectif, en tout premier lieu sur la pyramide, j'aimerais mettre avoir une vie sereine, du bien-être, avoir une santé mentale qui soit bonne. Donc, par exemple, si je venais à penser l'importance, si on parlait par exemple du sport, mettons, on va se donner l'exemple d'une journée, d'accord ? On va dire qu'il faut que j'aille faire les courses, éventuellement il faut que je réponde à un mail, il faut que je fasse aussi le ménage ou que je range, on va dire, le salon, et puis qu'il faudrait que je fasse du sport, que j'ai envie de faire du sport, d'accord ? Si on réfléchit uniquement en termes d'urgence, peut-être que le sport pourrait passer en dernier ou en avant-dernier. Mais en tout cas, on penserait éventuellement à travers l'urgence de se dire, tiens, c'est plus urgent que je réponde à mon mail ou c'est plus urgent que je fasse les courses peut-être avant que le magasin ferme et que le sport, je pourrais caser ça à un moment donné dans la journée. D'ailleurs, j'entends souvent ça chez les gens autour de moi. Je trouverai un moment, voilà. Alors, là, sur le même exemple, si on essaye de réfléchir en termes d'importance, finalement, si on réfléchit au sport, en quoi est-ce que c'est important pour moi ? C'est important pour ma condition physique, c'est important pour ma santé mentale aussi, parce que grâce au sport, ça booste le mental aussi, etc. Et que peut-être que j'en ai besoin pour mon énergie de la journée, etc.
et que finalement, les courses, peut-être que si j'achète pas je sais pas moi, le fromage de chèvre parce que je voulais faire un gratin ce soir, et je pourrais éventuellement faire avec ce que j'ai à la maison. Donc tout de suite, quand on parle en termes d'importance, la balance, elle peut complètement changer. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans cet outil, c'est tout simplement, déjà rien que ça en fait, que ça nous permet de nous poser un moment dans la journée et de se poser la question de qu'est-ce qui est important pour moi. Et je pense que ça, on le fait pas souvent. On fonctionne un peu comme des robots, et puis on a notre agenda avec les tâches à l'intérieur de l'agenda, etc. Et puis on fonctionne un peu comme des robots. Et souvent, il y a des choses importantes mais pas urgentes qui passent à la trappe. Et voilà, je réitère encore une fois, pour moi, la matrice d'Eisenhower, c'est un moment qu'on peut se donner à soi pour réfléchir autour de quelles sont mes priorités, qu'est-ce qui est important pour moi. Autrement, réfléchir autrement, plutôt que penser en termes d'urgence, de penser en termes d'importance. Et j'ai un tout petit exemple qui me vient à l'esprit là maintenant. J'étais finalement en train de me dire, j'étais avec une copine un jour et on devait se retrouver pour boire un café. Et à un moment donné, donc elle me dit, tiens, on va se retrouver tel jour, à telle heure, ok, c'est bon pour moi. Et je prends mon téléphone pour noter ça sur mon agenda. Et elle me dit, mais ça va pas, même prendre un café, tu notes ça sur ton agenda? Et là, je lui dis, mais écoute, en fait, je note ça sur mon agenda parce que c'est important. Et je ne veux pas qu'il y ait quelque chose de secondaire qui vienne balayer ce truc-là et que je t'appelle à la dernière minute pour te dire « Ah, mais en fait, je suis désolée, j'ai du travail et que finalement, je pourrais pas venir. » Non, je note ces choses-là, mes moments de sociabilisation, mes moments de plaisir sur mon agenda parce que pour moi, elles sont importantes. Voilà, juste cet exemple. Alors, Nathalie, j'espère que j'ai réussi un petit peu. C'était un exercice un peu difficile que de parler de la matrice d'Eisenhower en format audio. Mais je ne sais pas ce que tu peux ajouter ou si j'ai oublié quelque chose. Oh. Non, tu as très bien expliqué. Bon, c'est vrai que nous, de par notre activité, on connaît et puis bon, on l'utilise. Moi, je la propose aussi à mes clientes. Mais en gros, l'idée, c'est de classer tout ce qu'on peut faire dans 4 cases. Ce qui est urgent et important, c'est pour toi. C'est toujours pour toi, en fait. Ce qui est urgent et important pour toi, tu le fais. Ce qui est important mais pas urgent, tu peux le planifier. Ce qui est urgent mais pas important, tu le délègues si tu peux. Voilà. Et en gros, la dernière case, qui est peut-être la plus compliquée, ce qui n'est ni urgent ni important, tu la laisses tomber en gros. Mais pourquoi ça pique le plus, en tout cas pour moi? Parce qu'en gros, elle met en lumière toutes les choses qu'on peut faire par habitude ou par peur du regard, par peur de décevoir. Et quand je montre cette matrice à mes clientes, elles réalisent qu'elles passent en fait beaucoup trop de temps et une bonne partie de leur énergie sur des choses qu'elles n'ont même pas choisies, en fait, parce que c'est pas important et pas urgent pour elles. Voilà. Et en fait, à partir du moment où on prend conscience de ça, c'est là qu'on peut commencer à reprendre notre pouvoir. Quand je dis pouvoir, c'est pas un pouvoir magique, on est d'accord. Mais c'est oser prendre sa place. On en revient toujours au même finalement. Et donc, en décidant chaque jour de nourrir ce qui est important pour vous, uniquement pour vous, pas pour le boss, pas pour le mari, pas pour les enfants, pas pour la belle-mère, mais pour vous, vous aurez tout compris. Voilà. C'était mon petit mot. Ah oui, non, mais complètement, complètement. Et donc, du coup, se débarrasser de cette charge mentale, ou en tout cas s'en débarrasser au moins, l'alléger, on va dire, voilà, parce que se débarrasser, c'est un bien grand mot, je ne sais pas si on peut complètement s'en débarrasser, mais en tout cas, l'alléger. Qu'est-ce que ça signifie finalement? Quelque part, alléger la charge mentale, c'est donc ce qu'on disait, venir nourrir son énergie, ses émotions, son bien-être de manière générale. Donc pour moi, c'est vraiment réapprendre à se porter. Et se porter, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de femmes qui croient encore que se porter, ça veut dire porter le monde, porter tout le monde, le mari, les enfants, les collègues, la belle famille, etc. Et en fait, à la fin, elles n'ont plus assez de bras pour tout gérer pour elles-mêmes.
Et tu vois, moi j'ai l'image des dieux un peu hindous comme Shiva ou Kali avec les multiples bras. Eh ben, on n'en a jamais assez. On n'a toujours pas assez de bras pour faire. Donc en gros, je crois qu'on a confondu se porter et se sacrifier. Et alors, moi, je voulais vraiment bien distinguer les deux. Se porter, c'est se soutenir, s'écouter, se respecter, s'ancrer et bien d'autres. Se sacrifier, c'est se nier au nom de la performance ou des il faut, donc des injonctions, voire même des croyances qu'on peut avoir depuis très longtemps. Voilà. Donc, c'est être là pour soi d'abord. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire, mais parce qu'une femme qui se tient droite, d'ailleurs, je me remets droite, est présente. En gros, elle est alignée, tête, cœur, corps. Et elle n'a pas besoin de sauver les autres. Et tu sais pourquoi, Sophia? Parce qu'elle inspire. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, parfois, quand une femme ose dire stop, elle va penser que tout le monde panique avant de s'y habituer. Et en fait, je pense à une de mes amies qui a arrêté de tout gérer pour sa famille, qui a dit stop. Elle a mis en place une répartition plus équilibrée des tâches domestiques, donc au sein de son foyer. Donc, elle a distribué les tâches. Enfin, c'est pas elle. Ils ont décidé, ils ont fait un comité familial pour discuter de tout ça. Dire qu'elle avait trop de charge mentale, qu'elle ne pouvait plus tout faire. Elle a dit stop. Elle a dit voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, les enfants, donc qui ne faisaient rien à l'époque, les enfants mettent le couvert, ils défont le lave-vaisselle, ils font même une fois par semaine, ils s'occupent du repas. Donc ça veut dire qu'ils s'occupent du repas avec les courses. Après, ils sont suffisamment grands, autonomes pour gérer. Avec son mari, elle a fait une semaine sur deux. Quand l'un s'occupe de l'organisation et de la préparation des repas, l'autre s'occupe des courses. Donc ça dispatche, ça équilibre. Et bon, parce qu'ils en ont les moyens, ils ont fait appel à une femme de ménage pour que mon amie arrête de faire le ménage dans sa maison et gagne du temps à autre chose. Gagne du temps pour elle, pour prendre soin d'elle, pour aller se faire masser, pour aller se faire un petit calicéo, un petit spa. Voilà. Donc évidemment, au départ, c'était tout le monde affolement parce que oh là là, on change notre habitude, notre quotidien. Donc ça a râlé. Et puis finalement, tout le monde s'est adapté et ils ont appris à faire sans elle ou avec elle, mais être là aussi. Elle a recommencé à sourire et à prendre soin d'elle. Et quand tu déposes 10% de ce que tu portes, je pense qu'on récupère bien 50% d'énergie. Alors, imaginons si on lâchait un peu plus ce que ça ferait, quoi. Et est-ce que Sophia, ça te parle, ça? Mais complètement. Et tu sais, il y a un mot que tu as prononcé qui est resté, mais là, vraiment présent pour moi, c'est la notion de sacrifice. Tu sais, la notion de sacrifice, c'est vraiment quelque chose qui vaudrait vraiment, vraiment, vraiment la peine pour nous, les femmes, de prendre un moment et d'y réfléchir. Qu'est-ce que c'est ce sacrifice? Qui est-ce qui nous le demande, ce sacrifice? Pourquoi est-ce que je le fais? Et pourquoi utiliser le mot sacrifice en lui-même, l'idée de se sacrifier? Et en fait, souvent, quand on se sacrifie, on attend quelque chose en retour. Et je pense que là, il y a un truc il y a quelque chose qui n'est pas logique. Parce que si on fait volontairement quelque chose, pourquoi est-ce qu'on s'attendrait que l'autre nous renvoie quelque chose? Et moi, je me suis retrouvée dans cette situation, moi-même personnellement, dans ma vie privée, où j'ai dit, je fais ci et ci et ci et ça, et puis toi, tu fais rien, ou en tout cas, voilà, tu n'en fais pas assez. Et la personne en face de me répondre, en fait, je t'ai jamais demandé de faire ça. Et c'est tellement vrai. Moi, j'ai pris une claque quand j'ai entendu ça, en fait. J'ai pris une claque et je me suis dit, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que je viens faire machinalement des choses parce que je pense quelque part, j'ai une croyance comme quoi c'est mon rôle et c'est comme ça et c'est pas autrement. Sauf qu'en fait, j'ai une personne qui n'est même pas au courant de ce qui se passe dans ma tête. Donc, je veux juste remettre remettre le focus sur ce mot sacrifice. Quand on se sacrifie, ça nous concerne nous. Ça nous concerne nous parce que c'est une décision que nous, on prend
de faire quelque chose ou plein de choses ou beaucoup trop de choses souvent, mais on n'a pas forcément à attendre quoi que ce soit en retour, en fait. Voilà, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, là, tu vois, Nathalie. Merci Sophia pour ce partage qui est vraiment très riche parce qu'effectivement, hein, c'est ça. C'est souvent ce sacrifice-là, c'est nous-mêmes qui le provoquons parce qu'on se sent investi d'une mission à l'égard des autres. Et tu vois là, quand tu partageais ça, il me venait à l'idée le syndrome du sauveur, tu vois, le petit sauveur sur l'épaule alors qu'on n'a rien demandé. Voilà, c'était ça. Et merci beaucoup, en tout cas, pour ce partage. Et moi, je voulais revenir aussi sur justement ce qu'on disait un peu plus haut et qui vient nourrir un peu le fait de réapprendre, d'apprendre à se porter, c'est le lien avec la sororité. Donc, j'aimerais vraiment poser cette question à vous, chère auditrice. Alors, pourquoi on s'autorise plus à soutenir les autres, pardon, pourquoi on s'autorise plus à soutenir les autres qu'à s'écouter soi-même. Voilà. Et qu'est-ce que ça libérerait pour vous si vous vous permettiez d'être votre priorité, ne serait-ce qu'1 heure par semaine? La charge mentale, elle se partage, hein, c'est ce qu'on vient de dire, mais surtout, elle se transforme quand on ose en parler, demander de l'aide et créer de vrais liens. Donc, c'est en ça que je rapproche de la sororité parce que c'est là où elle rentre en jeu. Pour celles qui ont écouté notre épisode précédent sur la sororité, en fait, cette bienveillance entre femmes qui ne jugent pas, mais qui se soutiennent. Ce que tu disais un peu plus tôt dans ce podcast, Sophia, c'est oser en parler autour de soi, se sentir moins seul et sortir de l'isolement quand on y est. Ça fait énormément de bien. Et ça fait partie de la sororité, quelque part. Donc voilà, donc vraiment c'est pareil, je vous amène à ça, enfin on vous amène avec Sophia à ça, à en parler autour de vous, à d'autres femmes. Vous verrez, il y a énormément de femmes qui vivent cette charge mentale et le fait d'oser prendre sa place. Voilà, Tout à fait, Nathalie. Et alors maintenant, comment on fait pour s'autoriser enfin à respirer, d'après toi, Sophia? Écoutez cet épisode, déjà, ça peut être pas mal. Non, mais vraiment, hein, je reviens là-dessus. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cet épisode. On ne veut pas être trop longue. Mais comme je l'ai dit plus tôt, pour moi, le premier pas, c'est toujours de réfléchir et de remettre en question. C'est un peu faire travailler son esprit critique par rapport à sa propre vie et à ses rôles qu'on y joue. Et peut-être, des fois, j'ai l'impression aussi que beaucoup de femmes qui sont dans cette charge mentale, et j'ai été moi-même dans ce cas-là, on a tendance à se victimiser, à dire ouais, mais ouais, on m'en met trop sur les épaules, etc. Ce qui, en quelque sorte, bon, il y a une partie qui n'est pas si fausse que ça, relative à la société, peut-être un système patriarcal, etc. Mais j'ai envie vraiment d'inviter les femmes à se poser la question sur les décisions qu'elles prennent déjà. Quelles décisions est-ce que tu prends dans ta vie? Quelles décisions est-ce que vous prenez dans vos vies? Est-ce que est-ce que je me suis juste déjà assis un moment avec moi-même pour me demander est-ce que je veux ou pas faire telle ou telle chose? Et comment est-ce que je pourrais la penser autrement? Et justement, je pense qu'aujourd'hui, pour conclure, on a partagé avec vous un tout petit outil très simple parce que le but, c'est pas de vous donner quelque chose d'énormément complexe et en tout cas dans lequel éventuellement il peut y avoir besoin d'être accompagné d'un professionnel pour pouvoir l'utiliser efficacement. Mais la matrice d'Eisenhower, moi vraiment, je vous invite, auditrices, auditeurs aussi, parce que pourquoi pas pour les messieurs, mais d'utiliser en fait cet outil qui va vous permettre tout simplement de passer un bon petit moment avec vous-même où vous pourriez poser sur le papier votre journée ou votre semaine et réfléchir à qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire et qu'est-ce que vous n'avez pas envie de faire et peut-être de commencer déjà à réfléchir à des solutions
déjà par soi-même, toute seule. Et comme l'exemple que tu nous as donné tout à l'heure, Nathalie, ça peut commencer par une réflexion avec soi et finir avec une réflexion avec les gens avec lesquels on vit, hein, son mari, ses enfants, sa famille de manière générale. Mais en tout cas, se questionner d'abord, puis peut-être étendre ce questionnement à notre entourage. Donc, moi, j'ai envie de vous inviter vraiment à vous donner ce moment, à vous donner cette opportunité de questionnement, de remise en perspective. Et puis, dans ces choses importantes que vous allez trouver, qui sont importantes pour vous, ça peut être votre passion, ça peut être votre sport, ça peut être un moment de détente, un massage ou un spa, ou je ne sais pas, à chacune de voir qu'est-ce qui lui fait du bien. Eh bien, je vous inviterai à le faire, vraiment, dans la semaine qui vient, de au moins dégager un moment dans votre semaine pour pouvoir faire quelque chose qui fait du bien et que vous considérez comme important pour vous désormais, mais que peut-être vous n'auriez pas traité avec autant d'importance avant. Voilà. Nathalie, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, ça, c'est tout à fait aligné avec ce que j'avais en tête. Et moi, je rajouterais peut-être, si on devait retenir une chose, c'est oser prendre sa place, c'est d'abord reprendre la place qu'on a dans sa propre tête. Donc, c'est effectivement que ce que tu disais, des réflexions, amener des réflexions, des prises de conscience. Et après, c'est se mettre en mouvement. Mais avant de changer le monde, j'ai envie de dire, c'est commençons par s'écouter. Et puis ça vient amener aussi le fait de prendre du temps et de s'accorder du temps pour soi. Effectivement, en notant sur cette matrice qu'on vous propose ce qui est important pour vous et ce qui est urgent pour vous aussi. Mais pour moi, ce qui est important et urgent, c'était prendre soin de moi, c'était mon bien-être. Et donc, mettre en place des actions comme ce que tu disais, hein, mais pas des trucs hyper importants. Hein, ça passe par aller marcher dans la nature. Donc, tu parlais de sport tout à l'heure, ça peut être prendre un livre et lire parce qu'on aime lire, mais vraiment des trucs qui nous font plaisir. C'est ça qui va nous remettre en énergie. Voilà, c'est s'honorer, j'ai envie de dire. S'honorer par rapport à Complètement. par rapport à tout ça. Et maintenant, il y a aussi une chose dont je n'ai pas parlé avant, mais très rapidement. Ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est un des sujets les plus récurrents avec mes clientes. Un des sujets les plus récurrents, même si quel que soit l'objectif avec lequel elles viennent, on finit toujours un peu par atterrir là-dedans. Et la grande question de qu'est-ce que tu fais pour toi ? Qu'est-ce que tu fais pour toi? Parce que parfois, je vois un peu, tu vois, cet état de surcharge, en fait. Et la question qui vient, c'est qu'est-ce que tu fais pour toi? Et à travers des exercices très simples. Là, tu as parlé de lire un bouquin pour une de mes clientes récemment. C'était ça, c'était j'adore lire un bouquin sur une terrasse de café. Je ne l'ai pas fait depuis des années. Et donc, l'exercice, c'était d'aller à une terrasse de café et de lire un bouquin. Et qu'est-ce que ça l'a énergisé? Qu'est-ce que ça lui a fait du bien? Donc, ça, comme tu as dit, hein, je confirme, ce sont vraiment des choses parfois qui peuvent paraître banales à quelqu'un d'autre, mais qui vous font du bien à vous, qui, pour vous, représentent un moment de qualité. Et on parle souvent de passer des moments de qualité avec les autres. Mais moi, j'aimerais vous inviter vraiment à la fin de cet épisode, puisqu'on y est, de réfléchir à passer des moments de qualité avec vous-même. Parce que peut-être aussi la charge mentale, elle nous enlève ça. Elle nous enlève les moments de qualité avec soi. Voilà, on est arrivé au bout de l'épisode d'aujourd'hui. J'aimerais simplement quand même vous dire que pour le prochain épisode, on revient encore toujours dans la même série « Oser prendre sa place ». Et cette fois-ci, on va parler du mode de fonctionnement. Et donc, on va essayer de discuter ensemble pendant l'émission, ou en tout cas pendant le podcast, ou en tout cas vous donner des pistes pour comprendre vos modes de fonctionnement et peut-être vous rapprocher encore un peu plus de cette compréhension de soi et peut-être d'améliorer en tout cas son rapport à soi ou sa relation avec soi-même. Voilà. Oui, parce
Parce que parfois, pour trouver sa place, il faut d'abord apprendre à se connaître. Tout à fait. C'est exactement ça. En tout cas, on va s'arrêter ici. On vous remercie encore une fois pour votre écoute. Merci pour tous vos retours. On a eu beaucoup de retours par rapport à l'écoute des 2 premiers épisodes. Merci à vous. Merci pour vos interactions sur la page Instagram. Ça nous fait énormément plaisir. On vous invite à continuer à partager, à commenter, à liker, why not, et aussi n'hésitez pas à nous faire vos remarques, à nous donner vos retours. Là, j'ai eu plein de retours en tout cas qui nous ont été très utiles pour améliorer la qualité de notre podcast, et j'espère que on le fera petit à petit jusqu'à obtenir un résultat qui soit les meilleurs qui soit. Et merci, et on vous dit à la prochaine. Merci encore une fois. Je me joins à Sophia. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cet épisode et que vous continuerez à nous suivre. Et on vous embrasse et on vous dit au prochain. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter le podcast Elle. Le podcast pour elle, le podcast qui révèle vos ailes. Continuez d'oser, de vous entourer, de vous libérer. Et souvenez-vous, être soi, c'est déjà un premier pas vers l'essentiel.